Dès que le comité Gaza, l'association Gaza Dunkerque m'a fait, ou plutôt Dunkerque Gaza m'a fait l'honneur de cette invitation, j'ai répondu présent parce que je réponds toujours présent pour Gaza, qui est une ville extraordinaire sur laquelle, on l'a dit, j'ai fait le premier livre d'histoire qui soit sur la ville de Gaza, mais aussi cette chanson pour Zebda, et où je suis en contact permanent avec les femmes et les hommes qui continuent là-bas de résister, souvent dans une indifférence trop lourde. Et nous aurons bientôt, aussi bien à l'Institut du Monde Arabe le 17 mars qu'au MUSEM de Marseille le 21 mars, une exposition Gaza inédite avec justement les créateurs, les chanteurs, les intellectuels de Gaza, s'ils peuvent sortir de Gaza, vu que c'est toujours la question qui se pose, qui pourront nous rejoindre donc à Paris comme à Marseille. En même temps, je suis très content de parler de révolution arabe sous le signe de Gaza, parce que il y a un certain nombre de personnes qui, quand je parle de Gaza, trouvent ça plutôt sympathique, et les mêmes, quand je parle de la Syrie, trouvent ça plutôt antipathique, et réciproquement. Or, je pense pour moi qu'il n'y a absolument aucune contradiction, bien au contraire, entre l'engagement pour les droits imprescriptibles du peuple palestinien et l'engagement pour la libération des Arabes, qui a pris depuis 2011 une forme révolutionnaire. Mais on voit bien que, par exemple, le fait que le Hezbollah aujourd'hui soit une armée d'occupation en Syrie contre le peuple syrien et contre la volonté de se libérer de l'infâme dictateur Bachar el-Assad a troublé beaucoup de gens qui du coup se retrouvent un peu dans des formes de réaction pavlovienne en disant « Ah, si c'est le Hezbollah c'est bien » ou « Si c'est pas le Hezbollah c'est pas bien », alors que justement ce que l'histoire et les sciences sociales au sens large, et les bibliothèques d'ailleurs, nous invitent à faire, c'est d'ouvrir les yeux, de comprendre et de réfléchir. Ce sera donc ce soir une contribution à cette réflexion, contribution qui s'inscrira dans le prolongement de la présentation qu'a faite Laurent Bonnefoy il y a peu de temps. Vous avez eu de la chance, Laurent Bonnefoy est sans doute un des arabisants les plus doués de sa génération, et par définition sa carrière sera plus longue que la mienne, vu que moi j'ai déjà 54 ans. Alors pour 5 ans de révolution et de contre-révolution, là encore on peut retrouver Gaza. La plupart des militants qui descendent dans la rue en Tunisie, en Égypte, pendant l'hiver 2010-2011, eh bien la première fois qu'ils étaient descendus dans la rue, pour les plus jeunes d'entre eux, la première fois qu'ils s'étaient fait casser la tête par les policiers ou les forces de répression des régimes concernés, c'était lors de la guerre de Gaza de 2008-2009, bien mal nommée plomb durci. De toute façon, les guerres contre Gaza ont toujours des noms tout à fait abjects quand on voit la réalité de la violence indiscriminée qu'elle recouvre. Et même Mohamed Bouazizi, donc ce vendeur à la sauvette, ce vendeur de 4 saisons, comme on dit plus poétiquement, qui, à Sidi Bouzid, en décembre 2010, dans le sud de la Tunisie, après s'être fait humilier par la police locale, tout simplement parce qu'il n'avait pas de quoi payer le pot de vin qui était attendu de lui pour pouvoir continuer à vendre ses quelques légumes, eh bien, il s'est immolé devant le gouvernorat de Sidi Bouzid, et on sait que c'est ce geste de sacrifice non violent, d'une non-violence assumée, vu qu'il s'agit d'un sacrifice pour justement dénoncer l'oppression, dénoncer l'arbitraire, dénoncer la corruption. Eh bien, Mohamed Bouazizi, qu'on a souvent présenté comme quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent politique, en fait, il avait participé au moment de la guerre de 2008-2009 contre Gaza à une caravane de solidarité dans le sud de la Tunisie avec la ville de Gaza alors bombardée. Donc il faut bien voir, comme j'ai pu l'écrire dans un livre qui s'appelle La Révolution arabe dès 2011, c'était 10 leçons sur le soulèvement démocratique, et une des leçons, c'est la Palestine au cœur demeure. Il n'y a pas de contradiction, bien au contraire,
entre cet engagement pour la cause palestinienne et cet engagement pour la liberté des Arabes, n'en déplaise au Hezbollah et à différents autres manipulateurs ce champ justement anti-démocratique. Parce que pour les Arabes, l'injustice faite aux Palestiniens représente souvent la quintessence de l'injustice qui leur est faite à eux-mêmes. Et très souvent, on a vu, dès cet hiver 2010-2011, les drapeaux palestiniens à côté des drapeaux nationaux dans les différentes manifestations qui se sont déroulées à Tunis, au Caire, à Sanaa, au Yémen, dont je ne doute pas que Laurent Bonnefoy vous a parlé d'expérience. Et il y avait donc cette idée que la Palestine, c'était aussi le combat pour les libertés. Mais la différence avec les expériences précédentes, c'est que c'était la Palestine. Ce n'était pas ni Fatah ni Hamas. Et vous savez parfaitement que la division entre la Cisjordanie, sous autorité du Fatah, et Gaza, sous autorité du Hamas, depuis 2007, est une catastrophe pour le peuple palestinien, qu'il est évident que rien de bon, rien de durable ne pourra arriver au peuple palestinien tant que cette division perdurera, et qu'évidemment ce sont les ennemis du peuple palestinien qui ont intérêt à ce que cette division perdure, mais ce sont, il faut le dire aussi, les bureaucraties palestiniennes qui aujourd'hui ont leur réseau, leur clientèle, pour le Fatah en Cisjordanie, pour le Hamas à Gaza, qui ne veulent pas que de nouvelles élections se déroulent ni en Cisjordanie ni à Gaza, parce que pas besoin d'être grand clair en sciences politiques pour savoir que le Fatah gagnerait à Gaza parce que les gens n'y supportent plus le Hamas, et que le Hamas gagnerait en Cisjordanie parce que les gens n'y supportent plus le Fatah. C'est aussi simple et aussi triste que cela. Mais revenons à cet hiver 2010-2011, pendant lequel on voit un réveil du monde arabe. On a improprement qualifié ce mouvement de printemps. Je n'ai jamais utilisé la qualification, parce que de toute façon, dès que j'ai entendu printemps, j'ai senti que les gens qui proféraient ce mot, eh bien, ils voulaient que ça se finisse au plus vite, alors qu'un soulèvement démocratique ne rentre pas dans la catégorie des variations saisonnières. C'est un mouvement de type révolutionnaire qui est donc appelé à durer et qui, aujourd'hui, a vu se lever contre lui des forces d'une violence, d'une férocité, d'une sauvagerie, dont même un observateur aussi attentif du monde arabe que moi sur la durée, vu que ça fait une trentaine d'années que j'y passe le plus clair de ma vie, eh bien je ne pouvais pas imaginer que toutes ces forces contre-révolutionnaires oseraient aller aussi loin dans les liquidations individuelles et collectives. Alors pourquoi l'hiver 2010-2011 ? D'abord, pourquoi pas avant, et ça c'est une des questions auxquelles j'essaie de répondre dans mon essai sur les Arabes, leur destin, le nôtre. En fait, ça fait des décennies, des générations que les Arabes luttent pour leur libération, et que cette lutte a été soit contrariée par des interventions extérieures, y compris occupation, voire annexion coloniale dans le cas de l'Algérie pour la France, soit combattue par des forces intérieures. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour faire très simple, disons qu'en France on a un gros problème qui est celui d'accepter que notre histoire et celle des Arabes est une histoire partagée. L'histoire partagée ne veut pas dire qu'elle est belle ou moche, elle veut dire tout simplement que c'est un patrimoine commun sur lequel nous ne pouvons que construire un avenir commun. Mais bon, c'est pas une idée qui va de soi, d'ailleurs, au nord comme au sud de la Méditerranée. Et puis on a, pour faire simple, une droite en France qui a un léger problème avec l'héritage colonial, et une gauche en France qui a un léger problème avec les régimes qu'elle croyait nationalistes ou progressistes. On pense à Nasser, Boumedienne, voire Assad père, alors que très souvent c'était avant tout des dictatures tout à fait infâmes avec leur propre peuple, qui traitaient celui-ci comme une armée d'occupation, quels que soient les beaux discours progressistes qui étaient faits à l'égard de l'étranger, et notamment des gauches françaises, européennes et internationales.
Mais en fait, ces Arabes avaient essayé de se soulever plusieurs fois par le passé, notamment on avait eu une première vague qui avait été écrasée après la chute du mur de Berlin en 1989. À l'époque, l'Europe était obsédée par la libération de sa moitié orientale. Il n'avait pas prêté grand cas à ces mouvements d'émancipation dans le monde arabe. Et puis il y avait eu le 11 septembre et la guerre globale contre la terreur, qui avait été une véritable aubaine pour tous ces régimes dictatoriaux qui avaient pu vendre leur collaboration avec les États-Unis dans le cadre de cette guerre globale, et du coup faire oublier que ce soit la Libye de Kadhafi, la Syrie d'Assad, le Yémen d'Ali Abdallah Saleh, l'oppression qu'ils infligeaient à leur propre population. Et donc, on avait eu, dans le cadre de cette guerre globale, la catastrophe absolue de l'invasion américaine de l'Irak, qui avait permis, là encore, à ces dictateurs de montrer à leur population le sort qui était fait désormais aux Irakiennes et aux Irakiens libérés, entre guillemets, de leur dictateur. J'insiste, Saddam Hussein était un des tyrans les plus barbares de l'histoire contemporaine, mais il fallait laisser, comme en 91 ça aurait pu être le cas, les Irakiennes et les Irakiens se libérer de ce tyran et non pas occuper le pays avec 150 000 soldats au nom de cette soi-disant libération dont on voit qu'elle a créé le terreau favorable à l'émergence aujourd'hui de Daesh, le bien mal nommé État islamique, qui n'est ni un État ni islamique. Mais les dictateurs, à partir de 2003, ont pu dire aux Américains, donc continuer de dire « nous sommes avec vous dans ce grand combat international contre la terreur », en disant notre position intérieure, elle, c'est du Al-Qaïda, même si c'était des défenseurs des droits de l'homme, des militants progressistes, des syndicalistes ou autres, ça permettait de mettre toute l'opposition dans le même paquet. Et en même temps, ils ont pu dire à leur propre population, est-ce que vous voulez vraiment que nous allions vers ce type de chaos, ce type de libération qu'est le sort aujourd'hui de l'Irak. Effectivement, l'Irak a fonctionné exactement comme un contre-exemple, notamment dans un pays comme la Syrie, où 1,5 million de réfugiés irakiens ont amené avec eux des histoires terribles, de pertes, de viols, de massacres, qui ont inhibé un mouvement démocratique qui aurait pu donc se développer beaucoup plus tôt. Donc la question n'est pas pourquoi cela éclate en 2010-2011, mais pourquoi ça n'a pas éclaté avant. Et là on a toute une série de réponses comme celle que j'ai pu trop rapidement vous donner. Mais dans tous les facteurs qui peuvent expliquer cette conflagration, le plus important, qui n'est pas unique, c'est un phénomène complexe, multiforme, qui donc appelle la mobilisation de toutes les disciplines des sciences sociales. Moi j'apporte l'histoire, un peu la science politique, d'autres apportent l'anthropologie, la sociologie, l'économie évidemment, vu qu'il y a la question centrale de la rente, sur laquelle nous reviendrons peut-être dans les questions, rente pétrolière ou rente stratégique dérivée, que ce soit une rente américaine ou une rente russe, dans le cas du régime Assad. Mais fondamentalement, à mon sens, l'élément déclencheur, c'est la transition démographique. C'est-à-dire que les Arabes ont effectué en 40 ans le processus de transition démographique que les Européens ont effectué en 2 siècles. Pendant l'hiver 2010-2011, la Tunisie, entre guillemets, fait moins d'enfants que la France. C'est-à-dire que la Tunisie, comme le reste du monde arabe, il se trouve que la Tunisie, c'est là où les tendances ont été les plus fortes, est passée d'un modèle familial à 6, 7, 8, 10 enfants, à un modèle familial de 2-3 enfants, avec surinvestissement dans les études pour ces enfants, et donc renversement complet du rapport d'autorité qu'il peut y avoir face aux chefs de famille. Or, on voit bien que les Nasser, les Bourguiba, les Boumedienne
tous ces pères de la nation. Chaque fois qu'on parle de père de la nation, je me demande qui est la mère. Eh bien, en fait, ils avaient le rapport du pater familias avec leur peuple, qu'on pouvait avoir dans des familles de 6, 8, 10 enfants. C'est-à-dire, en gros, on allume la télé, tout le monde ferme sa bouche, et puis on tape sur la tête de celui qui viendrait troubler la quiétude du chef de famille quand il regarde la télé, quand il mange ou quand il fait ce qu'il a à faire. Il y a un moment extrêmement intéressant et tout à fait révélateur, c'est la veille de sa chute, Moubarak fait un dernier discours à la nation en Égypte. C'est donc le 10 février 2011, il ne sait évidemment pas qu'il va tomber le lendemain, vu que c'est pas lui qui est tombé, on l'a fait tomber, c'est des militaires qui l'ont renversé, mais j'y reviendrai plus tard. Mais donc il fait un discours qui est retransmis sur grand écran, sur la place Tahrir, qui est la place centrale du Caire, les manifestants pensent qu'il va annoncer sa démission, qu'il a enfin compris qu'après 1000 morts, qu'après que des millions de personnes soient descendues dans la rue, et 30 ans au pouvoir, il n'a plus qu'à quitter celui-ci, il en a suffisamment profité. Or, Moubarak fait le discours du père de la nation, du pater familias. Il dit en gros, vous êtes jeune, vous êtes un peu excité, c'est bien d'avoir de l'énergie quand on est jeune. Et je vous pardonne tous vos excès. Je suis prêt à vous pardonner, et j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Avant même qu'il ait terminé son discours, il y a une pluie de chaussures qui s'abat sur l'écran, et qui se sera battue sur lui s'il était venu lui-même, mais il parlait depuis son palais. Et tout est dit. D'un côté, on a un autocrate de type paternaliste, qui considère que le pays lui appartient, c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a mis en coupe réglée pour lui-même et ses enfants, et de l'autre côté on a une population qui a connu ce qu'on appelle en anglais le youth bulge, que moi j'ai appelé l'effet Shebab, parce qu'il faut quand même parler entre nous. Donc Shebab, ça veut dire jeunesse, et ça veut dire tout simplement que vous avez une pyramide des âges où, du fait de la transition démographique, vous avez à peu près, sur 300 millions d'Arabes, 100 millions qui ont entre 15 et 30 ans, et qui donc arrivent avec des attentes, avec une formation, avec un esprit critique. Et puis, il y a une dimension linguistique qui est ce qu'on appelle l'arabe moderne standard, qui fait qu'il n'y a que les non-arabes qui croient que les arabes parlent tous arabe. En fait, les arabes parlent un arabe. En tout cas, ils parlaient un arabe, jusqu'à, justement, cette génération de l'AMS, de l'arabe moderne standard, la génération d'abord des chaînes satellitaires, de type Al Jazeera, la génération des réseaux sociaux, qui va donc développer un langage qui est uniformisé, qui va devenir un arabe non seulement laïque, je rappelle que la laïcité n'est pas l'absence de religion, mais la neutralité dans l'espace public, et que cet arabe laïque, il est immédiatement compréhensible du Maroc jusqu'à Oman, ou comme on dit en arabe, min al-Muhit ila al-Khalij, de l'océan jusqu'au Golfe. Et c'est ça qui fait que les slogans de ce soulèvement démocratique, les images d'un Bouazizi qui s'immole, sont immédiatement compréhensibles à des dizaines de millions de jeunes femmes et hommes arabes. Personne ne sait où, pour la première fois, a retenti le slogan « Eshab yurid isqat an-nizam ». Le peuple veut renverser le régime. Il ne veut pas la chute du régime, comme c'est généralement traduit. Il veut le renverser lui. C'est pour ça que j'insiste sur la dimension révolutionnaire de ce mouvement. Alors de temps en temps, j'ai des indications, mais comment vous pouvez dire que c'est une révolution? Est-ce qu'on change les moyens de production? Est-ce que ceci, cela? Enfin, vous voyez, les gens qui ont lu la révolution pour les nuls, donc la révolution, ça doit être la révolution d'octobre, ou ça doit être la révolution, et toute. Non, la révolution, c'est par définition une révolution. C'est quand on change un système. Parce qu'en arabe, nizam et nizedam veut dire à la fois système et régime. Et en fait, cette génération qui va descendre dans la rue, qui n'est pas une génération d'ados, c'est une génération de jeunes adultes. D'ailleurs, si on prend les noms des martyrs de cette révolution, ce sont très souvent des parents de jeunes enfants
qui justement descendent dans la rue parce qu'ils ont compris que peut-être que pour eux c'est trop tard, mais qu'il n'est pas question que le nizam reste en place s'ils veulent un avenir pour leurs enfants. Et en fait, c'est une question de vie ou de mort. Sinon, ils ne prendraient pas les risques. Vous savez, descendre dans la rue, c'est risquer sa vie à ce moment-là. Et très souvent, on prend ces dispositions, y compris des dispositions testamentaires avant de descendre dans la rue. Et s'ils le font, c'est comme dans toute révolution, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est parce que le nizam, de toute façon, s'il ne les tue pas physiquement, il les tue moralement. Vu que le nizam, c'est concrètement un monstre à deux bras. Il y a un bras, c'est le parti unique, ou le parti présidentiel, ou le parti hégémonique. Et l'autre bras, c'est les services de renseignement, qu'on qualifie pudiquement de services de sécurité, alors que ce sont des services qui répandent l'insécurité absolue dans la population. Concrètement, ça veut dire que si on veut faire carrière, il faut être membre du parti, et si on veut que sa fille ne soit pas violée, si on veut que sa boutique ne soit pas saisie, si on veut que sa famille vive dans une forme d'intégrité, il faut pactiser avec les services de renseignement, y compris dans la gentille Tunisie. Pour ceux qui auront encore des illusions sur la Tunisie de Ben Ali, allez voir ce film merveilleux, À peine j'ouvre les yeux. Hein, ils veulent juste faire de la musique et chanter. Eh bien, c'est pas possible dans la Tunisie de Ben Ali. Et ce qui est aussi très bien montré dans ce film, et ça pourrait être le cas partout, c'est qu'avec le nizam, on ne peut plus faire confiance à personne. C'est-à-dire que l'indicateur, l'informateur, l'agent du régime peut être littéralement votre amant, votre meilleur ami, votre collègue de bureau. Parce que de toute façon, le nizam a moyen de faire pression sur toute personne qui voudrait lui résister. Donc c'est face à cela, c'est face à cette pulsion de mort que vont descendre dans la rue d'abord les Tunisiens, puis les Égyptiens, et puis un peu partout dans le monde arabe. Alors, quand je dis révolution arabe, je ne dis pas qu'il y aura des révolutions partout. Il y a des systèmes suffisamment intelligents pour se réformer à temps, et donc justement ne pas laisser le mouvement de protestation devenir profondément et durablement révolutionnaire. Le contre-exemple est bien connu, c'est le Maroc, où on a des manifestations le 20 février 2011, et on a dès le 9 mars le roi qui vient à la télé et qui se présente comme serviteur du peuple, ce qui n'est pas rien pour un roi qui est censé descendre du prophète Mohammed, et on a mis en place d'un processus constitutionnel. Alors après on peut discuter comment tout ça était une manœuvre, comment tout ça était sincère, etc. Mais au moins il a entendu. Quelqu'un comme Assad, quelqu'un comme Ali Abdallah Saleh au Yémen, et avant Ben Ali ou Moubarak, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tombés l'un au bout de 23 jours, l'autre au bout de 18 jours, n'ont pas entendu, rien du tout. Assad dit dès le premier jour, d'ailleurs c'est ce qu'il dit toujours aujourd'hui, que le peuple l'aime, men habakji, il m'aime, mais et que c'est donc un complot international. Complot de la CIA, du Mossad, de la Turquie, de l'Arabie, de la France, du Qatar, mais que de toute façon, ces gens qui sont dans la rue, d'abord n'existent pas, ça doit être tourné quelque part dans un studio d'Al Jazeera, et que d'autre part, ils sont tous violents, voire terroristes, voire Al-Qaïda, voire Daesh. Donc non seulement après la chute donc, des deux régimes tunisiens et égyptiens, on va avoir une répression sauvage dans les autres pays qui ne veulent pas céder quoi que ce soit, mais on va avoir un mouvement non violent qui va être écrasé. En Syrie par exemple, on va avoir pendant tout le printemps 2011 des milliers de militants non violents qui sont incarcérés, torturés, pour beaucoup d'entre eux liquidés, alors que des centaines de djihadistes sont libérés. Et c'est eux qui vont aller former la branche syrienne de ce qui ensuite va permettre à Daesh, État islamique en Syrie et en Irak, de s'étendre de l'Irak jusqu'en Syrie. Au Yémen, Ali Abdallah Saleh va carrément livrer des provinces entières du pays à Al-Qaïda.
notamment les provinces où les frères Kouachi, les assassins de Charlie Hebdo, vont pouvoir aller s'entraîner dans un djihadiland qui est pratiquement autonome, grâce au dictateur. La Libye est un cas particulier parce qu'en Libye, le soulèvement éclate à Benghazi et il est immédiatement réprimé avec une telle violence, c'est-à-dire avec une offensive militaire, que l'armée se scinde et que donc on va avoir une guerre civile qui va se développer entre les révolutionnaires et une partie de l'armée et le régime. Alors j'insiste sur le fait que ces mouvements, si on les avait laissés se développer comme ils le souhaitaient, étaient des mouvements non violents. Et que ces mouvements se sont militarisés par défaut. C'est d'ailleurs une des raisons des excès, des défauts, et des fautes et des crimes de la militarisation de ces soulèvements révolutionnaires. Parce que cette militarisation n'a pas été assumée, donc elle a été faite par défaut, donc les milices n'ont pas été dirigées par un programme politique. Et les milices, dans le monde entier, ce sont des organisations qui ne peuvent commettre que des excès. Donc on a aussi, c'est d'ailleurs pourquoi les dictateurs ont tout fait pour que les mouvements se militarisent, parce qu'ils pensaient qu'en militarisant ces mouvements, ils tuaient la dynamique révolutionnaire. Ce qui a été en partie le cas, vu qu'un mouvement militarisé est par définition un mouvement hiérarchisé, avec une chaîne de commandement, où on fait taire toute forme de dissidence, vu qu'il s'agit de combattre et de remporter une victoire, alors que les mouvements qui avaient émergé pendant l'hiver 2010-2011 étaient des mouvements de nature conseilliste, qui émergeaient de la base et qui par définition étaient démocratiques et pluralistes. Si en ce moment, au lieu de parler à Dunkerque, je parlais à Alep ou ailleurs, dans une zone révolutionnaire de Syrie, j'aurais déjà été interrompu 50 fois par des gens qui se seraient levés en disant « mais pourquoi parles-tu ? Quelle est ton autorité ?» etc. etc. Donc vu de l'extérieur, ah c'est anarchique, c'est confus, c'est du grand n'importe quoi. Oui, sauf que c'est démocratique. Et parce qu'après des décennies en Syrie, plus de 40 ans de monopolisation de la parole par le tyran, et bien justement il y a une libération de la parole qui ne peut se traduire que par une fragmentation. Mais cette fragmentation, elle signifie aussi recomposition par le bas de sociétés qui ont été aussi longtemps opprimées. Donc on voit que c'est un processus complexe, je me rappelle, de toute façon toutes les révolutions sont un processus complexe. Les historiens s'affrontent encore aujourd'hui pour savoir si ce qui a déclenché la révolution française de 1789 c'était l'hiver précédent et la crise des pommes de terre, ou si c'était un problème financier, ou. Bon, ce qu'on sait c'est qu'il y a eu la révolution, mais on sait aussi que ce n'était pas réglé, loin de là, le soir du 14 juillet. Donc, on voit qu'on va avoir une contre-révolution qui va se développer, mais avec une violence qui, honnêtement, je fais volontiers mon autocritique, m'a stupéfait. Je pensais avoir tout vu de cette bande de mafieux criminels pourris qui dirigeaient les différents pays arabes, et en fait, quelqu'un comme Assad arrive encore à me surprendre. Par la perversité, le sadisme et surtout la capacité totalement assumée à brûler son pays. C'est d'ailleurs le slogan que les partisans d'Assad mettent sur les murs de Syrie dès le début de la révolution: Assad ou nuhrik al-balad, Assad ou nous brûlerons le pays. Après ils ont évolué, si j'ose dire, Assad ou nubid al-balad, Assad ou nous liquidons, c'est l'équivalent ibada, c'est l'équivalent de génocide, mais nous exterminons le pays. C'est-à-dire qu'en gros, ce que les dictateurs veulent, c'est restaurer la peur qui est tombée, le mur de la peur est tombé chez les Arabes pendant l'hiver 2011, et ce qu'ils veulent, c'est restaurer cette peur avec une violence absolument débridée. Que, au fond, chaque femme et homme arabe, quand il pense liberté, eh bien il est comme une décharge électrique, et qu'il n'ait plus envie de demander la liberté et que tout revienne comme avant. Sauf qu'on voit que cette contre-révolution, du fait de sa violence absolument déchaînée, n'est pas une restauration. Aujourd'hui, en Égypte,
on a atteint des niveaux de violence inconnus depuis l'expédition de Bonaparte en 1798. Aujourd'hui, en Syrie, on atteint des niveaux de violence inconnus depuis l'invasion de Tamerlan en 1400. Donc on n'est pas du tout dans la restauration, on est dans autre chose. De même que Daesh n'a pu prospérer que parce que directement en Syrie et au Yémen, indirectement en Égypte, les dictateurs ont préféré avoir face à eux des djihadistes plutôt que des forces démocratiques qui auraient pu contester beaucoup plus sérieusement leur pouvoir que des djihadistes qui agissent littéralement comme des épouvantails, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Alors, concentrons-nous sur un exemple et un contre-exemple de processus politiques qui sont les deux pays qui ont été à l'avant-garde de cette révolution arabe, Tunisie et Égypte. Je rappelle, je l'ai longuement décrit dans mon essai sur les Arabes nord-est, note que la Tunisie et l'Égypte étaient déjà 2 siècles plus tôt à l'avant-garde de ce qu'on appelait la Nahda. Rien à voir avec le parti islamiste en Tunisie, sauf que ça veut dire la même chose, ça veut dire la Renaissance. Et donc tout le XIXe siècle est un siècle de lumière arabe. Donc qu'on arrête de nous dire que les Arabes n'ont pas fait leurs réformes, les Arabes n'ont pas fait ceci, ça. Si, ils l'ont fait pendant tout le XIXe siècle. Les résultats, on a occupé l'Algérie, on a mis le protectorat en Tunisie, puis au Maroc, les Britanniques ont occupé l'Égypte, donc il n'y a jamais eu la moindre solidarité entre les soi-disant lumières européennes dans leur expansion dans le pays arabe et ceux qui auraient pu être les tenants de ces lumières arabes. Mais revenons à 2011. Regardons ce qui se passe en Tunisie et regardons ce qui se passe en Égypte. Et là encore, ça a ses racines dans le temps long. C'est l'historien qui parle, donc d'autres mettraient en avant d'autres variables. Mais comme historien, je ne peux mettre en avant que celles que je maîtrise le moins mal. En Tunisie, depuis le milieu du XIXe siècle, le maître mot est constitution, destour. La Tunisie a eu la première constitution du monde arabe et même du monde musulman en 1861. Une constitution dans laquelle il y avait déjà séparation du politique et du religieux. Ça, c'est pour tous ceux qui expliquent que c'est impossible dans l'islam. La preuve. En revanche, en Égypte, c'est toujours la question de l'État, d'une forme de despotisme éclairé qui s'est exercée depuis le début du XIXe siècle avec une dynastie fondée par Mohamed Ali dans la graphie turque, qui donc a dominé l'Égypte avec un programme de modernisation autoritaire par le haut. Donc on voit bien déjà que constitutionnalisme en Tunisie, avec en plus le destour, ça veut dire constitution, premier parti nationaliste, le néo-destour de Bourguiba. Même Ben Ali avait éprouvé le besoin de qualifier son parti hégémonique de Rassemblement constitutionnel démocratique. Il n'est évidemment ni l'un ni l'autre. Donc on voit bien que la constitution est au cœur des préoccupations. Alors qu'en Égypte, alors même que le soulèvement est un soulèvement qui part du bas de la société, des profondeurs de celle-ci, en fait on a un coup d'État. La chute de Moubarak est certes ressentie comme une victoire par les révolutionnaires, mais elle est techniquement un coup d'État par une junte militaire qui s'appelle le Conseil supérieur des forces armées. D'ailleurs, c'est très symptomatique. En Tunisie, on célèbre la chute du dictateur le 14 janvier 2011, alors qu'en Égypte, on célébrait, maintenant on ne peut plus, sinon on se fait tirer des chevrotines dans le dos, sinon on se fait enlever, torturer à mort comme un malheureux étudiant italien, Giulio Regeni, mais on célèbre le 25 janvier, c'est-à-dire le début. C'est-à-dire que, vous savez, c'est très rare que les peuples se trompent sur leur propre histoire. Les Tunisiens ont parfaitement compris que le 14 janvier était la fin du régime Ben Ali. Les Égyptiens ont parfaitement compris que l'histoire a recommencé le 25 janvier, mais qu'elle n'est pas terminée.
et que rien de ce qui s'est passé depuis, ni la chute de Moubarak, ni l'élection d'un président islamiste en juin 2012, ni le coup d'État de l'actuel président en juillet 2013, ne représente la fin du cycle. On est toujours dans le cycle révolutionnaire. Alors pourquoi en Tunisie, politiquement, parce qu'économiquement en Tunisie c'est tout autre chose, ça s'est plutôt bien passé, et pourquoi en Égypte c'est aussi calamiteux aujourd'hui? Eh bien parce que d'abord les Tunisiens n'ont voté, les Tunisiennes et les Tunisiens n'ont voté qu'une fois pendant les 3 ans qui ont suivi la chute de leur dictateur, mais ils ont voté bien. Quand je dis bien, je ne dis pas le résultat du vote. Si on accepte les règles du jeu démocratique, on accepte par définition les résultats du vote. Ils ont voté bien parce qu'ils ont voté pour avoir ce qui leur convenait dans un processus de transition démocratique, c'est-à-dire une assemblée constituante qui fait une constitution. Ça lui a pris plus de temps que prévu, mais finalement, elle a adopté cette constitution, elle a refondé une deuxième république. Donc, on a effectivement eu un processus révolutionnaire qui est accompli. Et aujourd'hui, on a eu d'autres élections, élections présidentielles, élections législatives, avec ce paradoxe que le parti présidentiel, qui était majoritaire après les élections de 2014, a perdu cette majorité du fait de conflits actuels autour de la personnalité du chef de ce parti présidentiel, qui est le fils du président, ce qui fait quand même un peu beaucoup dans un pays qui est censé avoir accompli une transition démocratique et avoir tordu le cou à ce qu'on appelle en arabe la jamlaka, c'est-à-dire la république héréditaire dont un seul exemple a vu le jour, et on voit à quel point il est tragique, c'est la Syrie, avec la transmission du pouvoir dictatorial du père au fils, donc Hafez el-Assad, Bachar el-Assad, en 2000. Et donc, continuité sur maintenant plus de 45 ans. Donc en Tunisie, on ne vote qu'une fois, mais on vote pour une constituante qui fait son travail de constituante. En Égypte, on n'arrête pas de voter. Comme d'ailleurs en Irak, après l'occupation américaine. Comme quoi, vote et démocratie, c'est pas exactement... Vous savez, la démocratie, c'est humain, donc il n'y a pas de recette. Ça doit être fondamentalement légitime. Et l'idée qu'on envoie des spécialistes en démocratie qui vont faire du transfert de technologie démocratique, ça n'existe que dans les manuels des consultants grassement payés par la Commission européenne, le département d'État, etc., etc. C'est très rare que ça marche. Parfois ça marche. Je peux vous dire, du point de vue des sciences sociales, si ça marche, c'est par hasard. Ça ne prouve pas du tout que c'était des bonnes recettes. Les bonnes recettes doivent toujours être celles qu'un peuple se donne. Et le peuple tunisien s'est donné les moyens d'arriver à sa transition. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. On sait toutes les violences, toutes les craintes qu'il y a eu pendant l'année 2013 où la transition a failli être compromise par 2 attentats politiques, 2 assassinats, l'un donc commis en février contre Choukri Belaïd et l'autre commis en juillet contre Mohamed Brahmi. Et il se trouve, mais j'y reviendrai, ce sera d'ailleurs ma conclusion, que les mêmes personnes qui sont derrière ces attentats sont derrière les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et du Bataclan. Donc les assassins de la liberté sont les mêmes en France et en Tunisie, mais je reviendrai là-dessus en conclusion. Donc en Tunisie, on a eu ce qu'on appelle le quartet, ce qui prouve que la francophonie se porte mal, vu qu'on devrait dire quatuor en français, mais vous verrez, tout le monde dit quartet, et même les Tunisiens, c'est bien triste. Donc ce quartet, qui est une émanation de la société civile, où on a le syndicat, l'Union Générale Tunisienne du Travail, où on a les avocats, le barreau, où on a la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et on a aussi le patronat, l'UTICA. Donc c'est ce quartet qui va forcer nationalistes et islamistes à un compromis, et donc on a un consensus qui fait que la Tunisie a désormais une constitution qui est agréée par les uns comme par les autres. Et la constituante a voté cette constitution article par article. C'est très important.
il ne faut jamais mettre une constitution au référendum. Si vous mettez une constitution au référendum, vous divisez. D'ailleurs, on voit que l'Égypte, elle, a eu 3 constitutions en 3 ans, qui ont toutes été approuvées par une large majorité et qui toutes étaient contradictoires de la précédente. Parce que fondamentalement, ce que les gens voulaient, c'est que ça s'arrête et qu'on ait une constitution une fois pour toutes. Alors que chaque constitution divisait. Soit c'est une constitution islamiste qui faisait que les nationalistes se sentaient menacés, soit c'était le contraire comme aujourd'hui. Et donc on voit que les Tunisiens ont donc eu ce parcours, mais qu'aujourd'hui reste ouverte la question sociale en Tunisie, qui est largement en Tunisie une question régionale. 5 ans après la mort de Bouazizi, on a eu un jeune qui s'est immolé de la même façon dans la même partie du pays, donc Sidi Bouzid, Kasserine, Tala, donc le sud profond, si on peut dire. Et l'historien que je suis, là encore, voit une ligne qui traverse la Tunisie de Kérouan à Sfax, qui est la même ligne depuis 2 siècles, où on a au nord ce qu'on appelle la Tunisie utile, donc au sud, je ne sais pas comment on l'appelle, si elle n'est pas utile, mais déjà ça en dit long sur ce que pensent ceux du nord par rapport à ceux du sud, et comme par hasard, c'est la ligne où on a au nord les partisans de Bourguiba et au sud les partisans de Ben Youssef à l'indépendance. On sait qu'il y a eu 10 fois plus de morts dans la guerre civile entre les nationalistes tunisiens que face à l'occupant français. Et au bout du compte, Bourguiba a vaincu contre Ben Youssef et a imposé une république autoritaire qui est d'ailleurs après devenue une présidence à vie, et il a fait assassiner Ben Youssef à Francfort. La ligne est la même du vote pour les nationalistes, donc Nida Tounes, l'appel de Tunis aujourd'hui, et Ennahda, le parti islamiste, donc au sud, les nationalistes au nord et les islamistes au sud. Donc aujourd'hui, la Tunisie a un immense défi face à elle, maintenant qu'elle a les outils politiques de sa transition démocratique, qui est celui d'un partage des ressources nationales dans un pays qui n'a pas d'hydrocarbures, qui n'a donc pas d'autre chose à partager que le travail des Tunisiennes et des Tunisiens. Et il faut non plus que des gens du nord investissent au sud, mais il faut que des gens du sud investissent au sud. Et on sait que ça ne peut pas se faire sans des politiques extrêmement volontaristes de transfert de richesses, et non pas de saupoudrage ou de clientélisme, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. En Égypte, en revanche, on a eu une transition d'un point de vue historique surréaliste, vu que l'instance suprême juridique avait été mise en place par Moubarak, comme si une révolution pouvait opérer avec les cours d'Ancien Régime. Donc évidemment, ces juges, qui sont les pires de tous, ils n'ont peut-être pas directement du sang sur les mains, mais alors comme contre-révolutionnaires, ce sont les plus enragés. D'ailleurs, ce sont eux qui envoient les gens à la potence par paquet de 500, parfois en écorchant leur nom, c'est-à-dire ils ne font même plus des verdicts. Donc ces juges ont complètement paralysé la transition en rendant inconstitutionnel soit le Parlement qui avait été élu, soit la Cour qui émanait du Parlement, etc., etc. Donc à la fin, il y avait vraiment un blocage qui a été tranché par le coup d'État de celui qui était à l'époque le général Abdel Fattah Sissi, ensuite est devenu maréchal, et maintenant il n'est que, entre guillemets, président, parce que c'est quand même quelqu'un de modeste. Donc en Égypte, on voit que on est dans une impasse qui perdure, mais que les différents niveaux institutionnels ont été ajoutés pour justement contribuer à la confusion, à ce que finalement le peuple égyptien, et c'est la réalité aujourd'hui, j'étais en Égypte récemment, disent on n'en peut plus, on n'en veut plus, que ça s'arrête. Et c'est ça, c'est arriver à réinjecter cette volonté du statu quo à tout prix sur laquelle le régime peut prospérer. Sauf que ce statu quo, je vous l'ai dit, n'est pas restauré, on est dans quelque chose d'autre. On est dans des régimes, aujourd'hui, sous Sissi, vous avez sans doute 40 000 prisonniers politiques contre 15 000 au maximum du temps de Moubarak. On est dans autre chose.
Assad a brûlé littéralement la moitié de son pays, vu qu'il a expulsé la moitié de sa population hors de ses foyers. Assad est le principal créateur de réfugiés en Europe, pas Daesh, Assad. Quant à Ali Abdallah Saleh, il avait dû consentir à quitter le pouvoir en février 2012, et du coup, il s'est allié d'abord aux djihadistes, puis à une insurrection pro-iranienne, pour faire simple, et aujourd'hui, le pays est plongé dans une violence absolument terrible. Alors, on voit que ces systèmes qui ont tenté de se restaurer, en même temps, ils sont intenables économiquement, vu qu'ils engloutissent des sommes beaucoup plus importantes de la rente. Soit la rente pétrolière directe, quand ils exploitent du pétrole, je pense entre autres à l'Algérie, soit la rente dérivée, soit rente pétrolière dérivée, par exemple Sisi qui engloutit 20 milliards de dollars des pays du Golfe chaque année, alors que Moubarak, qui avait déjà de gros besoins, c'était 3-4 milliards. Donc on est dans des systèmes qui coûtent de plus en plus cher. Assad est totalement porté à bout de bras par l'Iran et la Russie, deux États pétroliers, qui en plus sont obligés de faire la guerre à sa place, vu qu'il n'y a plus d'armée gouvernementale. Donc c'est l'aviation russe et les troupes de choc iraniennes ou pro-iraniennes qui tiennent les lignes de front. Donc la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que le pétrole est tombé à $30, alors qu'il était à $110 au moment de la Révolution, en 2011. Je pense qu'on aurait eu un pétrole à $30 pendant l'hiver 2010-2011, la plupart des régimes dont je vous parle encore aujourd'hui seraient aussi tombés. Donc on a ce grand point d'interrogation sur l'absence de durabilité de ces régimes contre-révolutionnaires. Mais vous avez surtout une nouvelle génération arabe. Là, je vous dis, j'étais en Égypte, j'ai vu des révolutionnaires, c'était toutes des femmes, parce que les hommes sont tous dans la clandestinité ou en prison. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne sont ni dans la clandestinité ni en prison, mais disons qu'elles ont négocié un espace qui leur permet de continuer à militer dans des conditions extrêmement dures. J'insiste, et mon essai récent est dédié à Mohamed Bouazizi et à Shaima Sabar, qui est une mère célibataire qui élevait son enfant de 35 ans qui a été abattu dans le dos par tir de chevrotine de la police égyptienne parce qu'elle venait déposer une gerbe à la mémoire des martyrs de la Révolution le 25 janvier. Les policiers avaient été condamnés, ils viennent d'être graciés, pour vous dire le niveau de folie qu'a atteint cette violence en Égypte. Donc on a une nouvelle génération qui a appris énormément, souvent dans le sang, souvent au prix de son intégrité physique. J'ai récemment rendu hommage à un ami d'Alep qui a trouvé refuge en France, Zakaria, qui a l'âge, comme la plupart de ses militants, d'être mon fils ou ma fille, enfin lui c'est mon fils, et lui n'a jamais porté les armes, mais simplement il documentait les crimes d'Assad avec une caméra. Et il a, le symbole est terrible, perdu son œil droit dans un tir sans doute iranien à Alep. Et il est maintenant réfugié en France et il a témoigné récemment à Arte pendant le 28 minutes, c'était tout à fait poignant. Cette nouvelle génération, elle a compris et elle s'est installée dans un combat de longue durée contre ces différents régimes dont elle a appris dans le sang, dans la terreur, dans la torture, quelles sont leurs faiblesses et quelles sont leurs forces. Mais je vais finir en parlant de nous en France. On voit bien que quand on a lancé le mot printemps arabe, la plupart des observateurs qui utilisaient ce terme trouvaient au fond que ces Arabes, d'abord n'étaient pas si sympathiques que ça, mais qu'en plus, on leur accordait le bénéfice du doute, mais sûrement pas une solidarité active. Après tout, ce n'étaient pas des Européens. Et que donc, on disait printemps, et évidemment, après on a eu droit à l'automne islamiste et à l'hiver intégriste, alors qu'il était évident que les partis islamistes allaient gagner la première élection et perdre la deuxième. Simplement pour ça, il fallait qu'il y ait la deuxième. Et en Égypte, on voit bien qu'on ne les a pas laissés perdre la deuxième. On a fait un coup d'État qui a plongé le pays dans la violence où il est aujourd'hui. Mais à aucun moment,
ce qui s'est passé dans le monde arabe en 2010-2011 a suscité dans nos sociétés, et je parle de l'Europe en général, un phénomène d'empathie comparable à celui qui les avait traversés lors de la chute du mur de Berlin en 89. Et ça, c'est évidemment regrettable, mais c'est surtout terrible pour nous, pour les Européens. Parce que nous n'avons pas compris que le combat des Arabes pour leur liberté nous concernait au premier chef. Et nous sommes en train de le comprendre, ou pas, en tout cas beaucoup l'ont compris désormais, mais du fait des preuves qui ont été terribles. Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan, les attentats de Saint-Denis, les meurtres des terrasses. Et là on voit très bien que les mêmes forces qui sont à l'œuvre pour frapper au cœur de nos sociétés, pour essayer d'y briser le vivre ensemble, sont aussi celles qui est celle de prolonger, de manière plus ou moins artificielle, mais de toute façon atroce, des régimes intenables dans le monde arabe, avec toute la collaboration que j'ai mentionnée entre Assad par exemple et Daesh. Donc je voudrais finir sur deux messages d'espoir. D'abord, le combat des Arabes pour leur liberté continue, ils sont bien décidés à ne l'arrêter que quand cette liberté sera effectivement acquise. Et d'autre part, ce combat nous concerne au premier chef, et nous avons dans le monde arabe des alliés naturels avec lesquels nous pouvons défendre les libertés ici et là-bas. Merci de votre attention.